Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant un classique au détail à la librairie Ombre Blanche, lundi 7 avril 2025, proposé par Yves Le Pestipon autour du recueil Les Regrets de Joachim du Bellay, et plus particulièrement du 6e sonnet, Là où est maintenant ce mépris de fortune. Bonne écoute. On va donc se retrouver, se relancer dans une nouvelle séance des classiques au détail. C'est tentative pour essayer d'expliquer, si on peut expliquer, des textes classiques français des 16e, 17e, 18e siècles. Et donc aujourd'hui, je prends du Bellay, qui n'est pas tout à fait un classique au sens de l'époque classique, mais qu'on étudie beaucoup dans les classes. Et si je l'ai pris, c'est parce que c'est un œuvre d'actualité, puisque vous savez qu'on vient de le déterrer. Depuis sa mort, c'est-à-dire depuis 1560, il était enterré, on ne sait pas très bien où, quelque part dans Notre-Dame de Paris. Heureusement, Notre-Dame de Paris a brûlé de ce point de vue. Bon, voilà, ça a quelques inconvénients et des avantages. Et à ce moment-là, un Toulousain qui s'appelle Éric Crubézy, qui était à l'hôtel de la César il y a environ 15 jours, est arrivé à regarder un peu les os qu'on trouvait. Et dans un cercueil de plomb, voilà, au centre de l'église, il a pu identifier quelques os comme étant les os de du Bellay. C'est-à-dire d'un homme mort à peu près à 35-36 ans, ayant été autopsié, on lui a coupé le crâne pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, et puis ayant des maladies très graves de poumons, de cerveau, etc. Et un certain nombre d'éléments qui indiquaient effectivement qu'il s'agit très probablement de du Bellay. Et d'ailleurs, si vous voulez acheter le livre de Éric Crubézy, quelque part dans les librairies Ombre Blanche, il appelle ça le cavalier de Notre-Dame. Bon, c'est quasiment sûr que c'est du Bellay, sûr à 98,18% à peu près. Et donc, du Bellay est un homme d'actualité, puisqu'il est mort il y a longtemps, mais il a été retrouvé, redéterré par Crubézy, qui est un spécialiste pour déterrer et retrouver des identités de cadavres, parfois dans des affaires plus ou moins criminelles, parfois dans des affaires historiques, comme c'est le cas. Et donc, du Bellay, à peu près contemporain de l'hôtel de la César, c'est pour ça qu'on avait invité Éric l'autre jour à l'hôtel de la César, parce que si lui-même doit avoir environ 50 ans, son sujet d'étude a à peu près l'âge de l'hôtel de la César, voilà à peu près le point où on en était. On avait déjà, il y a 2 ans peut-être, évoqué un poème de du Bellay, bon, le plus connu des plus connus, qui est « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ». Et donc tout le monde connaît effectivement ce poème de du Bellay, qui est extrait en effet des Regrets, ouvrage publié en 1558, c'est-à-dire 2 ans avant la mort de du Bellay. Je rappelle rapidement qui est Joachim du Bellay. Donc c'est un personnage qui naît du côté de Lirey, dans l'Anjou. Il est quelqu'un qui naît à la fin du premier quart du XVIe siècle. On n'est pas trop sûr de sa date de naissance, 1521, 1522, 1523. Enfin, c'est pas très important. À l'époque, on ne tamponnait pas vraiment les choses avec une grande précision. On sait simplement qu'il est mort en 1560 et qu'en plus, il est probablement mort le 1er janvier. Ce brave du Bellay naît dans une petite famille aristocratique. C'est pas une très grande famille, c'est pas une famille royale, hein. C'est la bonne noblesse cependant, dans laquelle il y a des grandes relations. Malheureusement, il n'est pas l'aîné et d'autre part, il n'a pas une santé extraordinaire. Mais vous savez, quand on est l'aîné dans ces familles, on a toute chance de devenir militaire, hein, ou quelque chose comme ça, ou éventuellement évêque ou archevêque ou n'importe. Et quand on est cadet, c'est moins facile. Donc quand on est cadet, il faut devenir un intellectuel, donc faire des études. Ce que fait le jeune du Bellay, il va faire quelques études à Poitiers, donc pas très loin de l'Anjou. Et surtout, il va se rendre au collège de Coqueret, à Paris, qui est l'ancêtre du lycée Louis le Grand, où se trouve un grand humaniste qui s'appelle Dorat, qui est un grand traducteur de latin et de grec, mais aussi des copains qui ont le même âge que lui, qui sont nés autour de 1520 par là, qui s'appellent Ronsard, Dubaïf et autres, qui sont les gens avec lesquels il va fonder le groupe qu'on a appelé plus tard, ils ne se sont pas appelés comme ça, la Pléiade en réalité. Donc c'est des jeunes gens qui naissent autour de 1520 et qui se disent on va faire quelque chose avec la littérature, avec la poésie, hein, puisque le mot littérature n'est pas employé dans ce sens-là. Et du Bellay va très très vite avoir des idées très fortes, et en particulier son premier ouvrage véritablement s'appelle Défense et illustration de la langue française, juste au milieu du XVIe siècle, dans lequel en gros il donne un programme, disons, à la poésie française. La poésie française doit être aussi bonne que la poésie latine, digne de ça, donc digne de tous les auteurs qui s'appellent Tibulle, Catulle, Virgile, Ovide et tous les autres bien sûr, et peut-être digne d'Homère, hein, par derrière, mais c'est surtout les latins qui sont là, et surtout évidemment au moins aussi digne que possible des grands poètes italiens, puisque donc on est à la Renaissance, et vous savez que donc sous François Ier, Léonard de Vinci vient en France, mais que le véritable lieu de la culture au début du XVIe siècle, le lieu vraiment rayonnant, c'est en fait l'Italie, et donc la Renaissance italienne, il suffit d'aller faire un tour et d'écouter les poèmes italiens de Pétrarque ou de bien d'autres, ou d'écouter un peu de musique, ou de regarder dans des musées, on comprend bien l'importance de ces choses-là. Et donc, le programme de du Bellay, c'est et si nous faisions de la poésie en français, qui soit digne des poètes latins et qui égale au moins les poètes italiens. Les Espagnols sont laissés de côté, les Anglais c'est des barbares, ils l'ont toujours été, ils le seront toujours. Voilà. Ces gens-là ne savent pas qu'un certain nombre d'auteurs en Angleterre sont intéressants et ils méprisent profondément les provinces germaniques, hein, qui ne s'appellent pas l'Allemagne à ce moment-là. Donc la littérature, l'art pour eux, c'est l'Italie,
À la rigueur l'Espagne, mais l'Espagne c'est l'ennemi. Donc bon voilà, c'est un peu embêtant. Alors Du Bellay donc va faire cet ouvrage et publier aussitôt un recueil de poèmes qui s'appelle L'Olive. C'est des poèmes à propos d'une dame. Tout le monde fait des poèmes à propos d'une dame à l'époque, qu'on soit homosexuel ou pas. Bon, très certainement Du Bellay était homosexuel, mais ça n'a aucune importance, disons pour sa poésie. Donc il écrit des poèmes à une certaine Olive, dans le modèle de Pétrarque et de bien d'autres. Ça a un certain succès. Donc il fait partie du groupe des gens qui ont des possibilités littéraires considérables parce qu'ils se sont réunis très jeunes au collège de Coqueret et ils ont l'idée de faire des choses ensemble. Du Bellay a quand même quelques inconvénients. Il y en a un qui est fondamental et sur lequel insiste Éric Remézy évidemment beaucoup, c'est que Du Bellay n'a pas une grosse santé, et même une santé minable. Et donc il a un tas de problèmes qui n'en font certes pas un militaire, mais qui n'en font pas aussi quelqu'un qui va devenir très vieux, contrairement à Ronsard, qui deviendra beaucoup plus vieux, et c'est un avantage de devenir très vieux quand on va avancer dans la littéraire. Bon, Du Bellay a un ensemble de problèmes, dont une des conséquences, c'est la surdité. Il a des problèmes de type de méningite, dont un des aspects est la surdité. Il a des problèmes pulmonaires. Il a des problèmes aussi qui sont liés à ces problèmes de cerveau qui entraînent des problèmes de difficultés de déambulation. Et donc, plusieurs fois, il va manquer mourir. Et sa vie est une suite de douleurs particulièrement graves. Évidemment, c'est un gros problème. Du Bellay n'est pas un homme costaud, de grande santé. Ce n'est pas quelqu'un comme Montaigne qui peut prendre le cheval très facilement pour faire des kilomètres et des kilomètres, même si Du Bellay en fera des grandes douleurs. Et donc, c'est une grande difficulté. Et puis, une deuxième difficulté, c'est qu'il n'est pas immensément riche. Sa petite noblesse, le fait qu'il est cadet de famille, etc., ne fait pas qu'il a des grands moyens pour tenir longtemps, enfin, en tenant dans la table d'hôte et en allant fréquenter les rois du temps, et en particulier Henri II, qu'il aimerait bien avoir comme protecteur. Il a quand même un avantage, c'est qu'il a une famille. La notion de famille est très importante, évidemment, dans la France d'Ancien Régime, puisque les familles, c'est des sortes de mafias. On s'entraide les uns les autres, on s'appuie, etc. On se pousse les uns les autres. La famille, c'est pas juste faire des petits repas à Noël ou n'importe quoi, c'est une entreprise collective. Et donc, il y a un oncle qui s'appelle le cardinal Jean du Bellay. Et quand on a un oncle qui est cardinal, c'est pas rien, ça veut dire des relations avec le cœur de l'Église, ça veut dire des relations avec Rome. Et donc ce cardinal Jean du Bellay a affaire à Rome, comme les cardinaux toujours, quand les papes meurent, il faut toujours que les cardinaux votent, et toujours d'ailleurs parmi les cardinaux qu'un pape en principe est élu. Donc il y a effectivement des relations, il y a aussi énormément d'argent. Et donc comme le cardinal Jean du Bellay a besoin d'un secrétaire à Rome, ou plutôt peut-être parce que le jeune du Bellay, relativement jeune, se dit que c'est là qu'on va faire des rencontres, que l'on va faire de l'argent, que l'on va rencontrer les grands écrivains du temps, voir les monuments, etc. Donc Du Bellay part à Rome avec Joachim, avec son oncle Jean, et pendant quelques années, jusqu'en 1558, il va rester à Rome et découvrir ce que c'est que Rome à ce moment-là. Alors Rome à ce moment-là, c'est pas la Rome actuelle. D'abord parce qu'une bonne partie des monuments modernes, enfin des monuments qui datent de la fin du XVIe ou du XVIIe siècle, n'existent pas. D'autre part parce que Rome est une ville, évidemment qui n'a pas les banlieues actuelles avec les supermarchés, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce genre, mais c'est une petite ville. C'est une petite ville dans laquelle il y a peut-être 50 000 habitants. Donc c'est pas une énorme ville comme c'est actuellement le cas. Et c'est une ville dans laquelle les moutons, les vaches paissent au milieu du forum. Voilà. Donc il n'y a pas de quart de japonais ou d'allemands ou d'américains qui viennent visiter tout ça. C'est un tas de ruines avec des palais en construction, le Vatican qu'on bricole plus ou moins. Et là-dedans, il y a deux activités fondamentales qui se complètent d'ailleurs très très bien. La première, c'est disons le Vatican avec les cardinaux et tout ce qui les entoure. Et la deuxième activité, c'est la prostitution. Les prostituées, ils travaillent pour les cardinaux, naturellement. Et les cardinaux travaillent pour les prostituées. Donc tout va à peu près bien, mais c'est pas très très glorieux. C'est la capitale de la catholicité, au moment où la catholicité va entrer en crise considérable, mais ce n'est pas une très très grande ville et c'est pas la capitale d'un immense empire ou d'un immense royaume ou quelque chose comme cela. C'est une ville dans laquelle il y a énormément de clercs, tous les niveaux des clercs, énormément de prostitution et donc de trafic en tout genre que vous pouvez imaginer, qui sont liés à cela. Donc c'est pas terrible. C'est plus ou moins en ruine, c'est plus ou moins en chantier, c'est pas énorme, et donc ça va être un peu décevant par rapport à l'image que Du Bellay se faisait de Rome. Rome, pour lui, c'était la capitale de la chrétienté, ou donc quelque part dans ses yeux l'Occident. C'était évidemment Rome de l'Antiquité, et quand il arrive, il voit une ville qui n'est pas si terrible que ça, et qui en plus va être pillée plusieurs fois dans ce milieu du XVIe siècle. Parce que vous savez que le milieu du XVIe siècle, c'est l'affrontement fondamental entre Charles Quint et le roi François Ier, puis Henri II. Donc il y a une lutte qui est européenne, puisque Charles Quint n'est pas simplement le roi de l'Espagne, mais c'est aussi le roi de la Belgique, de la Flandre, d'une partie de l'Allemagne, une partie de l'Italie, etc. Et donc tout le monde se bat, et on se bat où? On se bat en Italie, c'est le plus simple. On se bat pas en Espagne, on se bat assez peu en France, ou un peu sur les frontières. On se bat en Italie, et donc on reprend Rome. Donc il y a des pillages de temps en temps, en plus pour ajouter au charme de cette chose. Pendant que Du Bellay est à Rome, se joue toute une série de conflits très très grands
entre les impériaux, c'est-à-dire Charles Quint et sa bande, qui appuient des papes potentiels, et puis les Français qui sont en face. Donc c'est des grandes intrigues internationales dans lesquelles évidemment tout le monde s'achète les uns les autres. Voilà. Être cardinal, ça veut dire être à vendre, par ailleurs prêt à payer. Voilà. C'est les deux activités principales, voilà. Plus les prostituées, enfin, et tout le reste. Et donc quand Du Bellay est là, il est au cœur de quelque chose qui est extrêmement mouvant. Luther, il n'y a pas très longtemps, a annoncé ce qu'on appelait maintenant la réforme. Les guerres de religion n'ont pas encore vraiment commencé sur grande échelle, en tout cas en France, mais déjà ça s'échauffe un petit peu de tous les côtés, très sérieusement. Et donc on est à ce moment où quelque chose bascule, où des choses se jouent à Rome, mais les choses ne sont pas très très claires. Alors Du Bellay, on va passer quelques années à Rome, et à Rome, il passe son temps à essayer de magouiller pour avoir de l'argent, à essayer de se faire reconnaître d'une manière ou d'une autre. Il n'est guère aimé par Du Bellay, le grand cardinal, et ils vont d'ailleurs se disputer très fort au bout d'un moment, parce qu'en effet, Jean Du Bellay est un homme qui a de l'énergie, qui a de l'ambition, qui sait comment on fait, qui se débrouille, enfin, vous voyez, un de ces types qui font de la politique, voilà. Et Du Bellay, Joachim Du Bellay, n'est pas très malin, de ce point de vue-là. Il est apparemment colérique, malheureux, malade, et compagnie. Et donc, c'est pas terrible, c'est pas le neveu idéal pour aller véritablement de l'avant. Et ce type, donc Joachim, écrit des poèmes qu'il va publier quand il revient à Paris, en 1558, plus ou moins écœuré par Rome, partout. Les prostituées, ça n'intéresse pas des masses. Les cardinaux pourris de tous les côtés, ça n'intéresse pas des masses. Son incapacité à gagner de l'argent, le climat n'est pas terrible. La ville est à moitié en ruine et à moitié en chantier. Enfin, tout ça n'est pas terrible. Il revient à Paris et là, crac, il attrape de nouvelles maladies. Il manque mourir aussitôt en 1558-59. Et puis, il va mourir en 1560. En ayant publié en 1558 l'ensemble de ces textes romains qui sont les textes les plus intéressants pour nous du Bellay. Donc, les textes qui s'appellent Les Antiquités de Rome et les Regrets, pour l'essentiel. Une bonne partie de la poésie de Du Bellay n'est pas étudiée dans les classes, malheureusement, parce que c'est de la poésie en latin. C'était un auteur bilingue complètement, donc les poemata sont les textes en latin qu'il fait, et une partie des textes des Regrets sont aussi écrits en latin. On peut dire que c'est une sorte de traduction, il y a les deux volets, en latin, celui-là en particulier. Alors qu'est-ce que c'est que les Regrets ? Les Regrets, c'est un des livres de poésie les plus géniaux de la littérature française, et peut-être même pour certains, avec Les Fleurs du Mal et Les Fables de La Fontaine, les trois plus grands livres de poésie française. Les Regrets sont généralement connus, malheureusement ou heureusement, par un texte qui est Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage. Les Regrets, c'est cela, et effectivement ce texte est un grand chef-d'œuvre, mais c'est beaucoup plus que cela. Les Regrets, c'est un ensemble de sonnets, donc c'est assez curieux, un recueil en français composé uniquement de sonnets. Et ça, c'est curieux parce que rien n'obligeait Du Bellay de faire des sonnets. Il aurait pu faire des ballades, des poèmes plus longs, plus courts, etc. Or, il choisit une forme qui est le sonnet qui revient régulièrement. Et là, je vous ai photocopié dans une page dans laquelle il y a le premier poème. Il y a, je pense, 4 sonnets. Et donc, 4 sonnets. Puis, si je tourne la page, il y a encore 4 autres, puis 4 autres, et puis 4 autres. Il y a donc un certain nombre de textes qui sont des sonnets. Les sonnets, c'est une forme très étrange. C'est une forme moderne. C'est pas une forme antique, ni grecque, ni romaine. C'est une forme inventée sans doute par Pétrarque ou par des poètes siciliens il n'y a pas très longtemps à ce moment-là, et que ne pratiquait pas en France avant Du Bellay et Ronsard. Des gens comme Clément Marot ne faisaient pas des sonnets, ils faisaient plutôt des rondeaux. Le rondeau, c'est un poème qui revient sur lui-même, avec un refrain. Donc un rondeau, c'est un air de chanson. Voilà. Ça revient, ça s'en va et ça revient, comme chantait le génial Claude François. Un sonnet, c'est plus compliqué, ça s'en va pas et ça revient pas. Un sonnet, c'est toujours composé de 14 vers, et qui sont des vers identiques. C'est-à-dire, on peut faire un sonnet en alexandrin, tous les vers sont des alexandrins. On peut faire un sonnet avec des décasyllabes, tous les vers sont des décasyllabes. On peut faire un sonnet avec des vers de 2 syllabes, si on veut. Verlaine a tenté ça. On peut faire des sonnets avec des vers de 14 syllabes ou 18 syllabes, ce que Louis Aragon a tenté de faire. Mais si vous changez de vers, ou si vous ne savez pas faire un vers, alors si on change de vers, voilà, c'est pas un sonnet. Et si on ne sait pas faire un vers, c'est pas non plus un sonnet. Voilà. Donc il y a assez régulièrement, vous savez, les jeux floraux donnent des prix de sonnet avec des faux sonnets, parce que assez peu de gens savent faire un sonnet. C'est une règle fondamentale. Tous les vers sont effectivement de même maître. Et c'est le cas ici, sont des alexandrins. Alors le sonnet, ça pose un problème, c'est que c'est 14 vers. Alors 14, ça fait 7 et 7. Alors 7, c'est bien parce que c'est un nombre parfait. Vous savez, les 7 jours de la semaine, enfin voilà, Blanche-Neige, les 7 nains, enfin tout ce que vous voulez. 4 plus 3, enfin les perfections, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que 14, c'est un peu difficile de trouver le milieu. Comme la rime française, le système de rime française, c'est par 2, AA, BB, A, BB, A, système par 2. Si je fais par 7, c'est un peu embêtant parce que je ne sais pas très bien où est le milieu. Alors, il y a 2 possibilités. Regardez les sonnets qui sont là. Ou bien je mets le milieu du sonnet à la fin du 7e vers, alors ça va, c'est le milieu, c'est bon. Là, par exemple, sur le poème qui est là, le 7e vers, ça doit être quelque chose comme
T, hein, c'est ça, voilà. Alors, oui, mais c'est pas le milieu, hein, ça, c'est un peu embêtant de dire que c'est le milieu. Ou alors je dis que le milieu, c'est après les 8 premiers vers. Mais ça marche pas non plus, hein, voilà. Et donc, il y a un gros problème avec le sonnet, c'est que je sais pas où est le milieu. Et donc, le sonnet, c'est une forme qui sonne pas bien. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est un truc, c'est mal foutu. Ou c'est très bien foutu pour être mal foutu. Hein, c'est ça le côté génial du sonnet. Le milieu du sonnet, on ne sait pas où il est. Le milieu du rondeau, on sait très bien où il est. Il n'y a pas de problème. Avec le système de répétition, ça revient. Ici, on est un peu embêté. Alors, c'est une forme très particulière qui est à la fois sonnante, hein, ça résonne, ça revient, mais en même temps, il y a un point de fuite qui fuit constamment plus loin. On ne sait pas très bien. Et regardez un petit peu comment c'est fabriqué. Celui-là, simplement, vous avez deux choses qu'on appelle des quatrains. Là où est maintenant, voilà un premier quatrain. Un deuxième, les muses me donnaient jusqu'à la fin de cet ensemble-là. Attendez, où sont ces loups plaisirs, sous la nuit brune, excusez-moi, jusqu'au rayon de la lune, voilà. Et donc vous avez là la même structure métrique, hein, c'est A, B, B, A, B, B, A, avec une alternance entre rimes féminines et masculines. Donc voilà, j'ai deux féminines qui encadrent deux masculines. Et puis après, j'ai autre chose. Soudain, maintenant la fortune maîtresse de moi et mon cœur qui saoulait être maître de soi, clac, là, ça fait système AA. Donc c'est deux rimes masculines qui ne riment pas avec ce qui est avant, donc c'est un peu embêtant. Donc brusquement, il y a une dissymétrie. Je m'attendais à voir A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A. Vous savez, le style un peu SNCF, voilà. Et non, A, B, B, A, A, B, B, A, c'est C. Ah, bon, voilà, qu'est-ce qui se passe là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Puis ça continue. Soudain, j'ai de nouveau m'ennuie, souci aussi s'enfuit. Et là, claque de nouveau A, B, B, A. Mais je pourrais avoir éventuellement A, B, A, B. Pourquoi pas? Mais là, j'ai A, B, B, A. Et donc, c'est un peu curieux parce qu'effectivement, au milieu de ces structures A, B, B, A, A, B, B, A, A, B, B, A, j'ai un truc C, C. Et donc, c'est pas très symétrique. Il y a un problème, hein. Il y a vraiment un problème. Et alors, tout le sonnet va jouer là-dessus. Le sonnet va jouer là-dessus contre le rondeau. Hein, le rondeau, c'est la régularité, c'est la chanson. Je reprends encore Claude François, ça va et ça revient. On retombe très bien sur nos pieds. Un cercle, clac, ça revient, ça revient, ça revient. Le monde est clos. Et avec le sonnet, le monde n'est plus clos. Il y a quelque chose qui cloche dans le monde clos. Et il y a un livre magnifique sur l'art de la Renaissance d'Alexandre Coiré qui s'appelle « Du monde clos à l'univers infini ». Le monde clos, c'est le monde du Moyen-Âge. On va dire l'art roman est parfaitement clos. Hein. Voilà, on se sent bien à l'intérieur, c'est rond, hein, tout va très bien. On sait où on est. La Terre est au centre du monde. La librairie Ombre Blanche est au centre de la Terre. Moi, je suis au centre de la librairie Ombre Blanche, etc. etc. Enfin, voilà, bon. Là, c'est rond, ça va très bien. Mais avec les grandes découvertes, le début de la Renaissance, bon, c'est assez clair que ce truc-là, ça marche plus vraiment. Il y a des planètes un peu bizarres, il y a des types plus ou moins tout nus qui sont du côté de l'Amérique et qu'on n'avait pas prévu dans le plan de bataille, etc. Et donc le monde, il fonctionne en apparence comme un cercle. Oui, mais le système solaire, apparemment, voilà, la Terre a l'air plus ou moins ronde, encore on n'en est pas trop sûr, mais en fait la Terre est plutôt une patate, et les choses ne ressemblent pas à ce qu'on attendait. Et donc la Renaissance européenne va dire, mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Vous savez, c'est une citation de Hamlet de Shakespeare. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, alors on pourrait dire au royaume de France, au royaume d'Angleterre aujourd'hui, hein, voilà, ça va très bien, même dans le Front National, où on veut, voilà, même, les filles si vous voulez. L'idée c'est, il y a quelque chose qui marche pas très bien, dans quelque chose dont on pouvait croire que ça marchait bien, et en même temps, c'est grave, c'est embêtant, que c'est pas parfait, que c'est pas rond, en même temps, tant mieux, parce que ça permet de faire autre chose. Ça permet de tenter quelque chose d'autre, d'ouvrir l'espace d'une manière ou d'une autre, bon, d'envoyer des bateaux très loin, de faire un autre type de musique, qui ne sera pas la musique polyphonique, parfaitement régulière du Moyen-Âge, mais la musique un peu plus audacieuse, et beaucoup plus audacieuse de Monteverdi, de bien d'autres. Et donc, là, il y a quelque chose qui se joue dans le sonnet. Le sonnet, c'est pas parfait, ça sonne pas bien. Le sonnet, c'est anti-sonore, d'une certaine manière, mais c'est sonore autrement. Et on va voir l'importance pour le thème des regrets du Bellay. Qu'est-ce que ça veut dire regret? Regret, ça veut dire se plaindre fortement, se plaindre douloureusement fortement. Le regret n'est pas le remords. Le remords, j'ai la culpabilité. Hein, j'ai volé des gâteaux quand j'étais petit à ma maman, j'ai du remords. Je ne regrette pas de les avoir volés parce qu'ils étaient bons. Hein, voilà. Le regret, c'est je regrette le temps où j'étais encore assez gentil et malin pour pouvoir voler des gâteaux à ma maman. Voilà. Et donc le regret a à voir avec la nostalgie, une forme de douleur, en dehors de la culpabilité. Je me souviens des jours anciens
et je pleure. Vous voyez, un vers très célèbre du 19e siècle. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Là, ce n'est pas le remords. Il y a quelque chose qui est perdu. Ma beauté, ma jeunesse, mes amis, mes amantes, enfin, je ne sais pas quoi, ma fortune. J'y suis pour rien, mais c'est comme ça. Le temps est passé. Je regrette ça. Alors, ça peut être pour mon expérience personnelle, mais aussi je regrette le temps de Valéry Giscard d'Estaing, où les choses étaient claires. Pourquoi pas, voilà, on peut très bien avoir la nostalgie de Giscard, certains l'ont, moi, on regrette le temps de Claude François, si vous voulez, où la musique française était si grande. Je peux regretter aussi Rome, effectivement, et je peux même regretter l'idée que je me faisais de Rome. Je regrette pas simplement Rome, mais je regrette le temps où je croyais que Rome était extraordinaire. Et quand je la vois, c'est pas terrible. Donc, j'ai pas de remords. C'est juste, j'ai la douleur de ça. Et puis, évidemment, je peux regretter le temps où j'avais de l'inspiration poétique, peut-être de manière facile. Quand j'étais jeune, je prenais une guitare et voilà. Et donc, les regrets ont quelque chose à voir avec cette idée qu'il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Le temps ne revient pas sur lui-même. C'est pas l'éternel retour qui fait que j'étais jeune et je redeviens jeune. J'avais des jolies femmes, je ne les reverrai plus. J'avais de la richesse, je n'ai plus. J'avais de l'inspiration. Voilà. Quelque chose d'autre se produit. Peut-être, c'est pas abominable. C'est peut-être pas affreux, mais c'est autre chose. Et cette chose qui manque provoque une douleur potentiellement infinie. C'est presque inconsolable. Je suis inconsolable du temps où j'avais 15 ans. Je suis inconsolable de... Enfin, peu importe. Voilà. Du temps où j'ai vécu dans un petit village de l'Ariège ou de l'Aveyron, où on veut. Voilà. Je suis inconsolable de quelque chose comme ça, mais je ne suis pas coupable et je n'ai aucune culpabilité. Et donc, dans le regret, il y a quelque chose qui est terrible, c'est infini, et puis quelque chose qui est plein de possibilités, parce qu'effectivement, le regret, je peux le cultiver pour en faire quelque chose, éventuellement. Ainsi que la nostalgie qui a à voir avec cela. La nostalgie, c'est la douleur du retour. C'est Ulysse qui l'incarne assez bien. Mais cette espèce de nostalgie, mélancolie, si on va employer un autre terme, c'est pas non plus la fin du monde. Il y a quelque chose qui est possible avec ça. Alors, cette idée de regret, elle vient en tension avec ce qu'on appelle parfois l'optimisme de la Renaissance. On dit que le milieu du XVIe siècle, c'est le merveilleux XVIe siècle. En effet, le XVIe siècle, ça commence mal, il y a des guerres de tous les côtés, et puis ça finit vraiment très mal. C'est l'époque de Montaigne. L'époque de Montaigne qui commence en gros en 1559, au moment où il y a un accident terrible de tournoi. Le roi Henri II meurt dans un tournoi. Bon, alors c'est un événement ponctuel, voilà, mais c'est comme une sorte de marqueur. À partir de 1559, en France et dans une bonne partie de l'Europe, on rentre dans les guerres de religion. Alors, les guerres de religion, c'est pas de la rigolade, on s'entretue à Toulouse et partout. Si vous avez suivi la rencontre qu'on a fait sur le colloque autour de Vanini, toute la période des guerres de religion à Toulouse, c'est horrible, mais c'est horrible à Bordeaux, c'est horrible, enfin, en beaucoup d'endroits, c'est vraiment pire que la Syrie aujourd'hui. Et donc, ces gens du début du XVIe siècle qui avaient une sorte d'optimisme. On restitue les études. On découvre l'Amérique. L'or arrive de l'Amérique. Il y a des possibilités nouvelles. Le roi François Ier, qui était peut-être une brute, mais il a créé des beaux palais. Il a apporté un certain nombre de victoires à la France, malgré la défaite de Pavie. Il y a comme un espoir de restituer quelque chose. Et à partir de 1559, il y a quelque chose qui marche plus très bien. Et Du Bellay a le sentiment, effectivement, que quelque chose ne marche plus très bien. Et que cette chose qui ne marche plus très bien, c'est sans doute pour lui sa santé, mais c'est aussi ce qu'il observe à Rome. Il y a quelque chose de pourri, non pas dans le royaume du Danemark, mais à Rome même. C'est-à-dire au cœur de la capitale intellectuelle de la chrétienté, d'un lieu où l'argent circule, l'endroit où la catholicité elle-même, il y a quelque chose qui est vide là-dedans, parce que il n'y a pas de morale, d'une manière ou d'une autre. Et il pressent très fortement quelque chose qui est terrible, qui va se produire. Alors, les regrets, c'est un moment où quelque chose est en train de se renverser. Vous savez, parfois on dit que les grands écrivains, les grands artistes ont le sentiment, par anticipation, de quelque chose qui va se produire. Bon, c'est clairement le cas avec Du Bellay. Alors, Du Bellay, en faisant les regrets, invente quelque chose en poésie qui est absolument extraordinaire et que très peu, disons, de poètes ou d'écrivains ont atteint depuis. Il est devant une difficulté avec la poésie. Enfin, il y a beaucoup de difficultés quand on fait de la poésie, mais il n'y a que des difficultés. Il est très facile de faire des poèmes et il est épouvantablement difficile de faire des poèmes. Il est très facile de faire des poèmes parce que si je me mets là et que je dis Marquise, vous avez des beaux yeux, etc., bon, et que je mets un rythme à Dieu, à cieux, etc., pop, je fais un poème, etc. Bon, si je raconte mes souvenirs d'enfance, bon, j'ai vite fait de faire un poème, voilà, avec des mauvaises rimes et tout ça. Bon, la poésie, c'est la chose la plus facile et tous les ados ont fait des poèmes mauvais, bien sûr, mais parfois géniaux, mais voilà, c'est très facile. En même temps, on voit très bien, c'est pour ça que la poésie c'est impossible à lire avec grand intérêt en général, c'est que c'est terriblement ennuyeux. T'as des beaux yeux, Marquise, le temps passe, je souffre, Fontaine, etc. Bon, lecture de poésie, bon, en général, à fuir, terrible. Mais simplement, parce que c'est trop facile,
Et Du Bellay se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire en poésie? Et il connaissait bien ça à l'époque. Il connaissait bien ça. Il y a une grande poésie qui est possible, mais qui en général est très facile à faire. C'est la poésie de type troubadour, c'est-à-dire je chante les beautés de la dame aux beaux yeux. Bon, ouais, c'est bien, voilà. Mais c'est facile, hein, voilà. Alors, je peux redoubler ça en faisant, je chante la poésie de la Dame aux beaux yeux, qui est l'incarnation de la Vierge et de Dieu. Donc, je suis inspiré. Premier type de poésie, au bout d'un moment, on en a marre, hein, voilà, on le sent. Il y a un deuxième type de poésie qui consiste à faire la grandeur, on va dire l'épopée. Ouais, qu'il est grand, le roi Henri II, il a foutu la pilée à Charles Quint, etc. Enfin, ou Charles Quint a foutu la pilée, etc. Donc, vous voyez, on imite l'épopée homérique, et donc on fait de la poésie en grandeur. Que c'est grand, que c'est grand. Alors, on peut faire la poésie sur Jean-Luc Moudin, si vous préférez, voilà, qu'il est grand, etc. Voilà. Mais au bout d'un moment, là aussi, on sent d'abord que les héros ne sont pas toujours à la hauteur, hein, et on sent que c'est un peu répétitif, hein, qui ne s'embête pas à lire un jour des épopées, véritablement. Donc, c'est un deuxième type de poésie. Il y a un troisième type de poésie qui consiste à faire de la poésie sur quasiment rien, juste des sortes de jeux de mots, des astuces. Au XXe siècle, ça s'appelle un peu l'oulipo. Très très vite, on s'ennuie. Hein, les petits jeux de mots, Galamant de la Reine, la tour magnanime, ça, Galamant de la Reine, ça c'est du Victor Hugo. Très bien, on s'ennuie un petit peu. Et Du Bellay, devant ce problème, la poésie lyrique des troubadours, non, il n'en veut plus, qui est devenu Pétrarque et compagnie. La poésie, disons, épique, non, parce qu'il n'y croit plus et parce qu'on en a tellement fait que bon, voilà. La poésie de jeu de mots, oui, ça a été fait aussi, hein, voilà, on n'y croit plus. Et il se dit, comment peut-on faire de la poésie? Comment peut-on faire de la poésie alors que j'ai vraiment rien à dire? C'est le problème. Alors que j'ai vraiment rien à dire, parce que je suis pas amoureux d'une belle dame, d'abord parce que je suis pas tellement beau, hein, voilà, et puis peut-être je suis homo, enfin voilà. Je peux pas dire des choses très grandes sur les gens que je vois, parce que tous les gens que je vois, ils sont plus ou moins nuls ou pourris, y compris moi. Alors c'est pas terrible. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire de la poésie avec presque rien, une poésie qui ne serait pas lyrique? J'emploie le mot lyrique, bon, qui est un mot très noble, hein, voilà. Il y a une grandeur de la poésie lyrique, hein, chanter la beauté de Dieu, chanter la beauté des dames, chanter le cosmos, etc., etc. De très grands poètes l'ont fait. Mais Du Bellay est à ce point précis où, quelque part, il y a une sorte de crise du lyrisme. La notion de crise du lyrisme, j'apprends un de mes anciens collègues qui s'appelle Jean-Michel Maupoy. Donc, une crise du lyrisme, on n'a plus envie, on n'y croit plus très bien. Un certain nombre de poètes contemporains se sont posés la question, est-ce qu'on peut continuer à faire du lyrisme, comme par exemple Louis Aragon en a fait, après et avant la guerre de 40, bien sûr, à propos d'Elsa, à propos de la guerre, à propos des résistants, etc. Un certain nombre de poètes contemporains récents, Serge Pey à Toulouse est un poète lyrique par excellence. Est-ce que le lyrisme n'est pas fondamentalement menteur, surtout dans une époque qui n'est pas vraiment grandiose, où les femmes sont ce qu'elles sont, où Dieu n'apparaît pas tous les matins, etc. Voilà. Et les femmes, et les hommes, hein, d'ailleurs, voilà. Eh bien, on peut faire de la poésie anti-lyrique. Et la question que se pose Du Bellay, c'est est-ce qu'on peut faire de la poésie en dehors du champ du lyrisme? C'est une question que ça va se poser au XXe siècle, quelqu'un comme Francis Ponge, qui est un grand poète du XXe siècle, un des plus grands à mon avis, qui compose au milieu du XXe siècle un livre qui s'appelle Le Parti pris des choses. Au lieu de faire de la poésie pour dire les femmes sont belles, Dieu est grand, Louis XIV est magnifique, enfin qui vous voulez, Hitler est un salaud, et puis voilà, les résistants sont merveilleux, enfin tout ce que vous voulez hein, dans ce genre, voilà. René Char, hein, voilà, il veut absolument pas René Char. Voyons si on peut faire de la poésie en parlant du crottin, du cajot, d'une chaise, d'une table. Ils appellent ça le parti pris des choses, en tenant compte des mots. Quelqu'un comme Mallarmé, à la fin du 19e siècle, s'est posé la même question. De la poésie, est-ce qu'on peut en faire quand bon, le ciel est vide? Il n'y a pas de Dieu. Alors c'est un peu embêtant parce que quand il y a Dieu, le poète téléphone à Dieu. Allô Dieu, dis-moi des trucs. Et hop, ça donne Moïse et tout ce que vous voulez. Hein. Donc la poésie biblique, ça donne Victor Hugo. Mais si Dieu est mort, c'est embêtant. Si en plus on n'a pas envie de faire de la poésie, toujours la même chose. Les femmes sont belles, mon petit village est gentil, etc. Quand le ciel est mort, voilà, Mallarmé en conclut, je suis hanté parce que le ciel est vide, hein, véritablement. Et donc, comment faire de la poésie ? Alors lui, il va répondre Mallarmé avec les mots, simplement, en faisant travailler les mots de toutes sortes de manière un peu ésotérique. Du Bellay devant ce problème, qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas faire de la poésie troubadour, si on ne veut pas faire de la poésie plus ou moins épique, et si on ne veut pas faire de la poésie jeu de mots? Je vais parler de mon expérience à moi, qui est totalement nulle, et je vais méditer sur le fait que cette expérience totalement nulle, d'une médiocrité incroyable, ne devrait pas aboutir à faire de la poésie, puisque vraiment tout ça c'est nul, mais je peux tenter de faire quelque chose avec ce rien, ou ce quasiment rien. Et là est en quelque sorte le paradoxe. C'est-à-dire, effectivement, je suis à Rome, c'est pas terrible, mon projet c'est de me foutre un peu de fric derrière les poches, et j'y arrive pas, c'est vraiment nul. Hein. La ville n'est pas ce que je pouvais croire qu'elle allait être, il m'arrive pas de grandes aventures, je rencontre pas l'amour, je suis pas torturé par je sais pas qui, je suis pas retenu par Daesh, ni rien du tout, enfin rien quoi, il m'arrive rien quoi, il arrive rien, enfin voilà, il fait son voyage, bon voilà, il fait la queue pour avoir un peu des subventions, il n'en a pas, donc c'est nul. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Eh bien, ce que je peux faire, c'est que j'ai une impression très forte, c'est que je regrette
J'aurais tellement aimé rencontrer Dieu, l'amour, la richesse, la gloire, l'armée en train de l'emporter, enfin, oui, enfin, tout ce que vous voulez ça. Ben non, 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 non. Et je vais tenter de faire quelque chose qui soit de la poésie, c'est-à-dire, en fait, non pas du lyrisme, mais un travail sur les mots et sur les renvois de mots les uns par les autres, une sorte de texte absolument parfait qui résonne à l'infini. Un texte qui va dire qu'il est impossible de faire un texte, mais qu'il soit pourtant un texte. Et alors c'est ce qu'on va essayer de lire là, et tous les regrets sont largement bâtis là-dessus, sur cette idée-là, on est au début du regret, c'est les textes dans lesquels il réfléchit sur l'impossibilité et la nécessité de faire de la poésie, comme étant effectivement des œuvres, des textes qu'on va lire à l'infini, dont on va se délecter à l'infini, et qui portent sur un seul sujet, quelque part, l'impossibilité de faire de la poésie. Voilà l'espèce de paradoxe. Hein. Je ne peux pas faire de poésie, je fais de la poésie à partir de cela. Alors, quelque part, Proust va reprendre un peu ses idées à propos de la peinture. Il a un de ses personnages qui s'appelle Elstir, c'est un peintre. Et Elstir est un très grand peintre, simplement, il a un problème, c'est qu'un jour, il tombe amoureux de sa femme. Et alors ça, c'est un problème pour Proust, parce que, comme il trouve que sa femme est très belle, comme il est amoureux d'elle, il la peint, il fait des tableaux. Mais Proust, le narrateur, montre que ces tableaux sont nuls, parce qu'il est tellement amoureux de sa femme, il est tellement convaincu que c'est ce qu'il faut peindre, qu'il oublie de faire de la peinture. Or, la peinture, ce n'est pas peindre une jolie femme, dont on est amoureux, mais c'est faire quelque chose presque contre la jolie femme, quelque chose d'autre. Voilà la thèse de Proust. Et donc, il ne suffit pas d'être amoureux de Madame Machin, ou de Monsieur Machin, enfin, ça n'a aucune importance, ou d'aimer le petit village pour faire de la poésie, ou de la peinture, ou de la musique. Quelque part, il faut faire autre chose. Et cette autre chose est presque contre. Voilà, se mettre vraiment contre. Alors, Du Bellay tente quelque chose de tout à fait étonnant, faire de la poésie en disant qu'il n'a strictement aucune aspiration, et que ce dont il va parler, qu'il appelle des papiers journaux, il appelle ses poèmes des papiers journaux, n'a strictement pas d'intérêt, véritablement. Ça va d'ailleurs lui coûter un peu cher parce qu'au passage, il va être amené à dire du mal d'un certain nombre de types qu'il rencontre à Rome, qui sont nuls, effectivement, enfin, à ses yeux. Et du coup, quand le cardinal Jean du Bellay va lire les textes de Du Bellay, il va écrire « Je t'ai amené à Rome, je t'ai payé le voyage, je t'ai présenté à des tas de types, etc., etc. Et voilà ce que tu fais, tu dis du mal de moi et de mes copains et de tous les autres. » Alors Du Bellay, juste avant de mourir, va écrire une lettre à son oncle en disant « Mais non, c'est pas vrai, je disais du mal de Carafa. Carafa, c'était ton ennemi, mais si, mais si. » Bon, et il meurt, voilà. C'est la fin. Donc c'est terrible hein, pour Du Bellay. Tout le monde va haïr Du Bellay. Tout le monde le hait à l'époque. Hein. Crébézier insiste beaucoup. Il faut bien imaginer qu'on est au grand débat entre les catholiques et les protestants. Du Bellay est catholique, mais il est à Rome, il dit du mal des cardinaux et de tout ça. Et donc les catholiques le détestent, mais les protestants lui disent « T'es pas protestant, on te déteste aussi. » Et lui, il était plus ou moins caractériel. Tout le monde le détestait. Hein. Enfin voilà, unanimement, tout le monde le détestait. C'est pour ça qu'on a fini par l'enterrer à Notre-Dame pour s'en débarrasser, parce qu'on l'a nommé chanoine de Notre-Dame. Enfin voilà, tout ça est terrible. C'est pas un personnage très sympathique. Mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Rimbaud n'était pas sympathique, hein. Baudelaire non plus. La Fontaine peut-être l'était. Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche lors d'un classique au détail consacré au sonnet de Du Bellay, là où est maintenant ce mépris de fortune, issu du recueil Les Regrets, enregistré à la librairie Ombre Blanche lundi 7 avril 2025. Là où est maintenant ce mépris de fortune, où est ce cœur vainqueur de toute adversité, cet honnête désir de l'immortalité et cette honnête flamme au peuple non commune? Où sont ces doux plaisirs qu'au soir, sous la nuit brune, les muses me donnaient alors qu'en liberté, dessus le vert tapis d'un rivage écarté, je les menais danser aux rayons de la lune? Maintenant, la fortune est maîtresse de moi, et mon cœur qui saoulait être maître de soi, et certes mille mots et regrets qui m'ennuient. De la postérité, je n'ai plus de soucis. Cette divine ardeur, je n'en ai plus aussi. Et les muses de moi, comme étranges, s'enfuient. Voilà un des plus beaux verbes, à mes yeux, de la langue française. Hein. Et les muses de moi, comme étranges, s'enfuient, qui ne fait, si je le traduis, un mot français, que de dire « je n'ai plus d'inspiration hein. ». Et donc, on est devant un texte très célèbre, et on va le voir, extrêmement paradoxal, parce que effectivement, alors même qu'il est en train d'expliquer dans le texte, c'est-à-dire le contenu du texte, c'est un peu ça, il n'y a plus rien pour moi du côté de la poésie, les muses s'enfuient, et donc les muses revient, bon, la poésie grecque, Orphée, Apollon, tout ce que vous voulez, les troubadours qui s'en suivent, etc. Tout ça, c'est perdu. Et pourtant, dans cette disparition des muses, eh bien, naît effectivement un poème. Parce que comment appeler cela autrement qu'un poème? C'est un texte bref, extrêmement dense, en vers, avec des images poétiques en effet sublimes et qui reprennent un peu une tradition, et puis des effets d'écho dans les mots qui sont véritablement extraordinaires.
Alors ce poème, donc, c'est en effet un sonnet, et un sonnet qui quelque part ne sonne pas bien ou sonne trop bien. C'est un sonnet qui résonne avec l'idée qu'il n'y a pas de sonnet possible, et qui pourtant est un sonnet. Voilà l'espèce de paradoxe interne, un regret avec l'infini. Et vous voyez que dans ce poème des regrets, le poème 6 des regrets, il y a au vers 11 le mot regret. Le regret est dans le regret. Le regret est dans les regrets. Alors, ça commence par un quatrain. Bon, les poèmes étaient mis en paquet autrefois. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait 14 vers et non pas des quatrains comme on les voit dans les livres de ce genre posés. Donc, on a d'abord effectivement 4 vers qui proposent une question, et une question qui porte autour de valeurs qui ont à voir avec la noblesse, ce mépris de fortune. Là où est maintenant ce mépris de fortune? Le mépris de fortune, c'est dans le mépris que je peux avoir pour le hasard, la fortune. Certains jours, je suis riche, d'autres jours, je ne le suis pas. Ce mépris de fortune, je ne l'ai plus. Or, vous savez, le mépris de fortune, c'est la qualité majeure du stoïcien, éventuellement du noble. Tu trembles carcasse, dit Turenne. Voilà, non. Tu peux mourir, c'est pas grave, parce que tu es une sorte de héros. Ce cœur vainqueur de toute adversité, on voit bien avec l'espèce de rime intérieure de cœur vainqueur qu'on est dans la noblesse. Et on va dire la noblesse, y compris militaire. Cet honnête désir d'immortalité, donc là aussi, valeur de noblesse, véritablement, être immortel, durer à travers les âges, par ma famille, mais aussi par mes exploits. Et évidemment, ceci vient s'opposer au peuple, cet honnête peuple, au peuple non commune, parce qu'effectivement, dans le peuple, alors le peuple est méprisé, on n'est pas au 19e siècle, où le peuple est grandiose avec, je sais pas, Jean Jaurès ou Victor Hugo ou bien d'autres, ou Karl Marx. Ici, le peuple, c'est la populace, et donc cet honnête désir, cette honnête flamme, évidemment, n'est pas populaire. Et donc, j'ai perdu les valeurs, disons, de l'aristocratie. Je ne suis pas un de ces hommes d'élite, comme le pense Du Bellay ou ces gens-là. Je l'ai perdu. Alors, ça ne suffit pas. J'ai aussi perdu autre chose. J'ai perdu quelque chose qui n'est pas du côté des valeurs nobiliaires, mais qui est de notre espace, qui est la valeur des lettres, ou si on veut des arts, pour le dire en termes plus actuels. Et donc là, c'est du côté des muses, où sont ces doux plaisirs qu'au soir sur lundi brume, et donc on passe d'un chant qui est un chant masculin, viril si on veut, la lutte contre l'adversité, le mépris de fortune, l'honnête flamme au peuple non commun, enfin tout ce que vous voulez dans ce genre, à quelque chose qui est féminin, les muses, et qui est un autre aspect des valeurs humaines, qui est la capacité à se trouver liée à la poésie, à la musique, à la chanson, à la discrétion, etc. D'un côté, on avait les flammes, là aussi, du soleil, de l'énergie, etc. Enfin, tout ce que vous pouvez voir de ce côté-là, bien sûr. Et là, on va avoir la nuit brune, la lune, ce monde un peu obscur, ce monde secret, ce monde de l'intériorité. Et donc, ceci aussi manque. Donc, je n'ai plus les valeurs de l'aristocratie, et je n'ai pas non plus les valeurs de la poésie, je n'ai pas les valeurs masculines, je n'ai pas les valeurs féminines, je n'ai pas les valeurs du jour, je n'ai pas les valeurs de la nuit, je n'ai pas les valeurs de l'immortalité, je n'ai pas les valeurs de l'instant présent que l'on goûte avec les muses, avec Sous la lune, etc. Tout ça, je l'ai plus. Et je l'ai plus véritablement maintenant, dans ce temps qui est là. Et vient s'opposer à ça un deuxième paquet de vers, les 6 vers qui suivent, et on passe au deuxième temps par la reprise de maintenant. Maintenant est donc un adverbe important dans la langue française, pas simplement à cause de La Fontaine, et bien danser maintenant, parce que maintenant c'est le présent dans lequel on est et qui nous maintient véritablement. C'est le verbe maintenir qui est dedans. Maintenant, eh bien, on va retrouver en symétrie les éléments. La fortune est maîtresse de moi, c'est le premier vers, ce mépris de fortune, et mon cœur qui saoulait être maître de soi, ce cœur vainqueur de toute adversité, plaque, voilà, ils servent de 1000 mots et regrets qui m'ennuient, développement de la même idée. De la postérité, je n'ai plus de souci, cet honnête désir de l'immortalité, on revient à ce qui était avant, et cette divine ardeur, je n'ai plus aussi, et les muses de moi, comme étranges s'enfuient, et claque dans le dernier vers, et les muses de moi s'enfuient, on a les 4 vers de ce qu'on appelle parfois le quatrain. Et donc, on a un effet de symétrie, c'est-à-dire que le vers 1 renvoie au vers 9, le vers 2 renvoie au vers 10, 11, etc. Voilà. Et donc, le poème se lit à la fois vers à vers, comme ça, et puis aussi verticalement, en colonne. Alors ça, c'est un des traits de l'écriture poétique de la Renaissance. Le poème ne se lit pas simplement en avançant, comme ça, comme on lirait un roman, un récit, A plus B plus C plus D plus E, on avance comme ça. Il se lit aussi verticalement, et dans la verticalité, on se souvient de ce qui a été dit auparavant, en même position auparavant. Et donc, effectivement, le texte se lit à la fois comme ça et comme ça, dans les deux sens. Voilà. Maintenant, et puis le mot qui suit, et puis maintenant on retrouve au vers 9, véritablement. Alors non seulement il y a ça, horizontal, vertical, mais aussi il y a des effets d'écho interne. Un des plus évidents, c'est « où est ce cœur vainqueur ?»
de toute adversité. Et donc là, ça va et ça revient à l'intérieur de la chose. Mais en même temps, ce n'est pas un refrain, quelque chose qui retourne sur soi parfaitement bien. Par exemple, le dernier vers, « Et les muses de moi comme étranges s'enfuient », ça reprend les 4 vers du second quatrain, ce qu'on peut appeler le second quatrain. Et donc, je n'ai pas 4-4, j'ai 1-4. Et donc, il y a des dissymétries à l'intérieur de la symétrie. C'est donc beaucoup plus compliqué qu'un système, disons, SNCF, patapam, 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 patapam. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a des dissymétries, des symétries, des antisymétries. Il y a des jeux et des variations. C'est-à-dire quelque chose un peu comme c'est Jean-Sébastien Bach, par exemple, pour penser à ce genre de musicien. Donc, où à la fois des symétries parfaites, on s'y retrouve très très bien. Et puis, soudain, il y a une fugue, ça part ailleurs. Et puis, ça revient, et ça s'en va et ça revient. Et donc, on a là quelque chose, on le voit bien, qui relève d'une poésie extrêmement écrite pour être lue très précisément, avec des renvois de mots les uns dans les autres, mais aussi cette poésie écrite, elle est faite pour être entendue. Et effectivement, le cœur vainqueur, ça se lit bien sûr, mais surtout, ça s'entend naturellement. Et puis le jeu des rimes s'entend bien. Et donc, on a là quelque chose qui relève de la poésie, alors même qu'on est dans quelque chose qui nous dit « j'ai pas de poésie, j'ai pas d'inspiration, je n'ai pas de désir d'immortalité ». Tu parles. Évidemment, il écrit ça, il sait très bien qu'il est bon. Et alors en plus, quand il revient en France, en 58, il s'aperçoit que des types lui ont piqué ses papiers en Italie. Et donc les poèmes circulent. Et oui, parce qu'on savait bien qu'il était bon, et donc il y a des types qui se disent « on va les circuler, on va gagner de l'argent avec ». Et là, il est furieux. « Comment on me pique mon fric ?» Il est toujours furieux, Dubellay, il n'est jamais content. Donc il écrit des lettres en disant « on m'a volé mes textes ». Il accuse même son oncle, le cardinal, d'avoir contribué à ce vol de texte. Donc évidemment, il avait souci de sa gloire. Il savait très bien qu'il était bon. Et bien sûr, il sait très bien aussi qu'il a un certain mépris de fortune parce qu'il écrit, il travaille au milieu des difficultés de la fortune, c'est-à-dire du hasard, du sort qu'il y est fait véritablement. Et donc, véritablement, ce poème est un mensonge parfait. Vous avez un vers que j'aime beaucoup de La Fontaine qui dit « Le mensonge et les vers de tout temps sont admis ». Là, on est dans le mensonge. Si on cherche la sincérité, tu parles, il n'y en a pas. Mais en fait, ce qu'il est en train de faire, les poètes n'ont pas besoin d'être sincères. Vous savez, le plus beau poème peut-être de la langue française, qui est « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne » de Victor Hugo, sur la mort de sa fille. Il n'est jamais allé. Bon, il n'est pas allé à Villequier, sur la tombe de sa fille. Mais ça fait rien, le poème magnifique, c'est pas grave. Qui irait reprocher à faire un procès, vous savez, comme Bayrou ou autre. Victor Hugo, t'es pas allé. Non, on s'en fiche, le poème magnifique. Voilà, point barre, ça suffit. Le poème est là, posé. Après, on peut penser ce qu'on veut de Victor Hugo, voilà. On a le droit. Ou de Bayrou, ou plein d'autres. Alors, non, on a quelque chose qu'il ne faut pas lire en termes romantiques, naïfs, en cherchant à trouver quelque chose comme une amertume personnelle très forte de Dubellay. Peut-être qu'il y en avait une, certainement, comme il y a une amertume chez Baudelaire ou chez Verlaine ou autre. Mais il y a surtout, ce qui est intéressant, c'est un travail pour fabriquer un poème qui soit un poème, on va dire, extraordinaire. Et c'est le cas véritablement. Et donc ce poème, il est extraordinaire parce qu'effectivement, c'est un sonnet. En peu de mots, il dit beaucoup de choses et qui brille à l'infini. Et parce que ce poème extraordinaire est à partir de presque rien. Alors je vais prendre simplement, je ne vais pas commenter tous les vers, le dernier vers, mais on va revenir un peu avant. « Et les muses de moi, comme étranges, s'enfuient ». C'est étrange, il y a le mot étrange dedans. Au lieu d'avoir un vers, disons, patapam, 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 enfin, vous savez, l'alexandrin habituel, on a là quelque chose de bien différent. On a « et les muses », on ne sait pas où on arrête. 1, 2, 3, 4, 2 mois, 2. Comme étrange, 1, 2, 3, 4 de nouveau, 2, avec virgule au milieu. Et puis c'est comme étrange. Et alors, comme étrange, on peut le traduire comme étrangère. Oui, mais comme étrange, c'est mieux. Parce que les muses sont effectivement étranges. Ce sont des êtres plus ou moins intouchables. C'est des sortes de divinités, si on veut. Et elles sont effectivement étranges. Et puis, elles sont ailleurs. Quoi, comme étranges, elles s'enfuient. Alors, si on essaie de réfléchir un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire étrange qui s'enfuit? Elles s'enfuient pas comme un lapin qui s'enfuit, poum poum, on lui tire dessus avec un fusil. Elles s'enfuient comme si elles étaient étranges. Mais elles sont vraiment étranges. Elles sont vraiment étranges. Alors, que veut dire cette préposition « comme » qui est là? Et donc, on ne sait pas très bien, mais on la sent véritablement nécessaire. Et donc, les muses de moi... Alors, évidemment, on va tout reprendre maintenant. C'est maintenant, j'aurais écrit, si je suis un mauvais Dubellay. « Et les muses étrangères s'éloignent de moi ». Voilà comment je l'écrirais si j'étais un mauvais poète. Et donc, ça veut dire la même chose. Les muses s'éloignent de moi. Or là, « et les muses de moi », bien avant le verbe « s'enfuir », elle s'enfuit de moi, et le de moi est bien mis avant. De moi vient rimer, enfin vient rassonner avec muse, et les muses de moi, comme étrange, tout à fait notre son, les A qui s'ouvrent, et puis une fois qu'on est sur les A qui s'ouvrent, sont étrange, s'enfuit, comme étrange, s'enfuit, et s'enfuit, essayez de le dire,
Bouche ouverte, fuis, bouche fermée. Et donc c'est le dernier mot, et c'est I, c'est-à-dire la sonorité qui est la plus dure. Enfin, c'est-à-dire qu'on a la bouche fermée quand on dit I, on la prolonge au maximum, et au moment où elle s'enfuit, où ça disparaît, c'est aussi le truc le plus strident. Hein. Vous savez, si on appelle un chien Titi, il y a plus de chances qu'il entende de loin que si on l'appelle Tata. Parce qu'effectivement, quand on ouvre la bouche, le son se perd, et quand on le ferme, ça va plus loin, en quelque manière. Et donc, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est de mettre s'enfuit et pas parte, ou se casse, ou se barre. Enfin oui, voilà, je mets n'importe quoi, hein, voilà. Mais s'enfuit, et en prime, s'enfuit, eh bien, vous avez comme le sang, l'absence, enfin, toutes ces choses comme ça. Et là, on est dans la poésie, c'est-à-dire que les mots qui sont là sont absolument nécessaires. On en voit des possibilités plus grandes que si je mets d'autres mots à la place qui auraient à peu près la même signification. Les muses de moi, comme étranges, partent, s'en vont, s'éloignent, disparaissent. Enfin oui, je mets d'autres mots. Et on se dit, seul s'enfuit a toutes les vertus de jouer sur sang, sens, fuit, de faire le jeu sur sang et fuit, etc. Et de conclure le poème sur une fermeture. Et alors c'est génial, parce qu'effectivement, ça commence comment ? Las, la, a, i, et voilà. Alors enfin, là je fais un peu mon professeur de musique en quelque manière. Ça commence par le plus ouvert, las. Las. Alors, las, c'est hélas, c'est lassitude, c'est la douleur, c'est le mot qu'on emploie volontiers dans les poèmes de la Renaissance. Si vous jouez de la musique, vous avez le la mineur, par exemple, hein, qui est douloureux, etc. Évidemment, Ronsard, Dubélé savent très bien tout ça. Ils font souvent accompagner, surtout Ronsard qui chantait au luth. Leur truc est quand vous avez la, on met un la mineur avec. Et donc, si vous le jouez à la guitare ou n'importe comment, un la mineur, ça va sonner d'une certaine manière qui va aller assez bien avec ça. Et donc, vous avez tout un travail de sonorité dedans qui fait que là où est maintenant ce mépris de fortune, eh bien quand on l'entend, on se dit tiens, on a un droit d'alexandrin parce que c'est 1, 5, ce mépris 3, de fortune 3, et donc au lieu d'avoir patapam, on a là où est maintenant M, ce mépris, Applum et fortune. Et l'expression mépris de fortune est elle-même magnifique parce que vous pouvez le prendre à deux sens. Ou bien c'est le mépris de fortune, ce que j'ai donné comme sens tout à l'heure, qui est le sens que met nécessairement le Pro de Cagne comme note bas de page. C'était le fait de mépriser la fortune. C'est-à-dire de, voilà, je suis riche, je suis pauvre, j'ai des femmes, j'ai pas de femmes, je suis malade, je suis pas malade, je m'en fiche, je suis stoïcien. Donc c'est ça. Mais ça joue aussi autrement. Ce mépris de fortune, c'est la fortune qui me méprise. Et voilà. Et alors, c'est juste ambigu. On voit bien quel est le sens qu'on doit mettre si on devait le traduire en latin, par exemple, ou en anglais. C'est-à-dire, où est maintenant cette capacité que j'ai à mépriser la fortune ? Mais en même temps, ça sonne autrement. Parce qu'effectivement, ce mépris de fortune, je peux l'entendre à l'envers. Presque, voilà, la fortune qui me méprise. Et bien sûr, où est ce cœur vainqueur de toute adversité ? Bon, c'est la valeur aristocratique par excellence, enfin stoïcienne et puis aristocratique, avec ce cœur vainqueur qui va venir de tous les côtés, de toute adversité. Et bien sûr, adversité vient gloser fortune. Simplement, la fortune, c'est la dimension presque divine, hein, fortuna en latin. Et adversité, c'est ce que je connais tous les jours. Et si fortune, c'est grandiose, bon, ouais, je suis vaincu par la fortune, très bien, c'est la tragédie grecque, si vous voulez. Les adversités, c'est tous les petits pépins qu'on a tous les jours. Ma machine à laver tombe en panne, j'ai mal aux dents, ma femme m'a quitté, enfin tout ce que vous voulez. Ça, c'est des adversités, c'est tout un tas de petits problèmes qui peuvent être très très graves. Et le cœur vainqueur doit vaincre ces adversités. Donc la fortune n'est pas les adversités, le singulier n'est pas le pluriel. Et donc on a deux colorations différentes. Et cet honnête désir de l'immortalité. Alors tout compte là aussi. Bon, l'immortalité, c'est le fait de durer bien au-delà d'eux, bien entendu. Ce désir de l'immortalité, il est un peu louche. Parce qu'effectivement, si je suis chrétien, je dois admettre que je vais mourir. Absolument. Ça fait partie de la condition humaine, véritablement. Et c'est la mort qui va faire que peut-être je vais être purgé de mes péchés. Et donc, en bon chrétien, je ne dois pas avoir un désir de l'immortalité, je dois avoir un désir de l'éternité éventuellement, c'est-à-dire de me retrouver au paradis après que Saint-Pierre m'aura donné mon billet. Mais ici, c'est une autre idée, c'est honnête. Et alors honnête ne veut pas dire simplement gentil, aimable, à peu près, je vole pas les trucs de Christian Torel, je vole pas... Tiens, des fois je lui ai piqué son machin, là, voilà. Et donc ça, c'est pas très honnête. Non, honnête, ça veut dire quelque chose qui est honorable dans la société. Et dans la société, effectivement, il y a peut-être un honneur à ne pas vouloir le désir de l'immortalité, c'est-à-dire par la guerre, les armes, la littérature, etc. Et donc c'est cet honnête désir, parce qu'il y a un désir d'immortalité qui n'est pas très honnête, hein, on voit bien, c'est de celui-là dont il est question. Et ce désir de l'immortalité se renvoie à l'honnête flamme, au peuple non commune, et donc le peuple, là aussi, n'est pas mis en valeur, pas très estimé. Alors,
On a, vous voyez, les 4 premiers vers ont des rimes plus ou moins fermées. Une et mortalité commune. Vous voyez que si vous fermez la bouche, vous avez U et I. Alors ça revient, U et I, etc. Et le jeu de la fin sera très différent. Ça sera, on le voit bien, moi, a, soit, a, m'ennuie, I. Donc A, I. Vous voyez, et donc on n'est plus dans les mêmes rimes. On n'est plus dans les mêmes sons. On ouvre au milieu, et. Voilà. Et donc, alors, ces poètes de la Renaissance, non seulement savent faire des sonnets, au sens où bébé, etc. Il y a la versification qui est adéquate, etc. Il y a les mots qui conviennent. Mais ce sont des musiciens. Et donc ils savent faire que le sonnet qui ne sonne pas va sonner à l'intérieur. Et là, vous le voyez bien, hein, vous sentez bien qu'il y a quelque chose comme U, E, A, I. Quelque chose s'ouvre, ça se referme, et c'est la fin véritablement de ce sonnet. Voilà les plus beaux vers peut-être. Où sont ces doux plaisirs qu'au soir sous la nuit brune, les muses me donnaient, alors qu'en liberté, dessus le vert tapis d'un rivage escorté, je les faisais danser au rayon de la lune. Donc d'un seul coup, au lieu d'avoir la poésie épique, on a la poésie plus ou moins idyllique, c'est-à-dire l'idylle. D'un côté, on avait Homère et Virgile de l'Énéide. Maintenant, on a Théocrite et on a Virgile des autres œuvres qui ne sont pas l'Énéide. Donc, les œuvres comme les bucoliques, les géorgiques, c'est-à-dire les œuvres où il y a de l'idylle dedans. Et donc, là, c'est 2 tons complètement différents. Alors, ce qu'on remarque avec Du Bellay, c'est qu'il ne fait pas ce que font les poètes comme Pétrarque, que parfois Ronsard fera et que surtout Desportes fera. Évoquer les muses, évoquer la nuit brune, il n'y a pas besoin d'être très cultivé pour comprendre. Il n'y a pas besoin de notes de bas de page en dessous. C'est de la mythologie pour les nuls, on va dire. C'est extrêmement simple. Tout le monde sait ce que c'est que la lune, tout le monde sait ce que c'est que la mythologie des muses à peu près, avec Apollon, etc. Tout le monde sait ça. Donc ce n'est pas de la poésie qui se donne comme cultivée. Il n'y a pas d'arrière-plan. Si vous connaissez la poésie de la Renaissance un petit peu, il y a un grand poète lyonnais qui s'appelle Maurice Sèvres. Maurice Sèvres compose un ensemble de poèmes qu'on appelle la Délie. C'est des poèmes des destinations d'une dame qui s'appellerait Délie, qui n'existe pas bien sûr, mais Délie, ça joue sur le fait que si vous renversez les lettres, c'est l'idée. Et l'idée, c'est l'idée platonicienne. C'est pas une idée que j'ai dans la tête, voilà. Et Délie, c'est la perfection. Et donc là, on a une poésie extrêmement savante, compliquée, qu'on ne peut lire qu'en la décodant mot à mot, et à condition d'avoir son dictionnaire de mythologie et même son système de numération. Or, ici, on avait des idées au départ assez banales sur la dignité plus ou moins aristocratique et le manque qu'il y en a, et maintenant on a des images qui sont elles-mêmes très banales. La lune, la nuit brune, on dirait du Maxime Le Forestier. Vous voyez à peu près, hein, avec ce lune, brune, et il reprend les mêmes rimes, hein, les mêmes exactement. Il y a les muses, il n'y a pas grand-chose. Et donc, on est dans quelque chose qui est une poésie qui se donne comme extrêmement simple, ce qui ne va pas de soi au milieu de la Renaissance. Vous savez que la Renaissance est un art d'extrême complexité. Allez voir simplement l'hôtel de la César et regardez les sculptures, les allusions innombrables qu'il y a dans ces sculptures, etc. Voilà. Ici, on est le contraire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Où sont ces doux plaisirs qu'au soir sous la nuit brune ? Vous voyez qu'on n'est plus dans là où est maintenant ce mépris de fortune, te. Ou alors cet honnête désir de l'immortalité. On a où sont ces doux plaisirs qu'au soir sous... Voilà. Et donc on est dans S qui s'entend. La nuit est-elle brune ? Non, en réalité, elle n'est pas brune. Elle est brune qu'en poésie. C'est des images qui nous sont données, qui viennent de la littérature. Voilà la nuit brune, et que reprendra effectivement Maxime Le Forestier, Le soir à la brune, etc., etc. Donc les doux plaisirs, c'est l'inverse exact de ce qui était donné auparavant. On était chez les stoïciens, chez l'aristocratie. Avec les doux plaisirs, on est à l'inverse. On est chez les épicuriens. On est devant la douceur de vivre et tout ce que vous voulez. Les muses me donnaient donc le féminin, c'est doux plaisir, et avec des ambiguïtés que vous pouvez rêver tant que vous voulez. Qu'est-ce que donnent comme plaisir les muses ? Voilà, vous y songez. Voilà. Alors qu'en liberté, et voilà un mot qui va très bien, on était tout à l'heure dans la contrainte, le devoir, la nécessité de faire quelque chose, le désir de l'immortalité. On est maintenant la liberté. Alors liberté, c'est pas la liberté au 19e siècle, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. La liberté un peu presque des libertins, vous voyez, on fait ce qu'on veut, on s'amuse, on est à poil, voilà, on danse, on est sous la, etc. Dessus, le vert tapis d'un rivage écarté. Et donc on est loin
On est ce qu'on appelle en latin un locus amoenus. Locus amoenus, ça veut dire un lieu idéal. Donc il y a des fleurs, il y a la nuit, il y a des jolies filles, les muses, il y a un rivage, et tout ça est écarté. Donc au lieu d'être au centre du monde politique, ce qu'on était au début, on est quelque part à l'écart, loin du monde et du bruit. Va gloser La Fontaine dans un autre poème qui s'appelle Le songe d'un ermital du Mogol. Toujours La Fontaine. Je m'écarte, je fais un plus grave indécis. L'écart, c'est presque rien, l'écart, mais ce qui fait que on rentre dans la zone du plaisir contre la société de ses contraintes qu'on a vu dans la strophe précédente. On est dans l'écart. Je l'ai mené danser et au rayon de la lune. Et donc, la danse, alors un des grands penseurs de la danse du XIXe siècle, c'est Nietzsche, vous savez, qui dit qu'il faut tout alléger, il faut que le corps devienne oiseau et que nous soyons tous dansants, ce qui n'est d'ailleurs pas mon cas. Et donc, pour lui, le philosophe est nécessairement danseur, l'homme qui vit vraiment, ou d'ailleurs la femme qui vit vraiment est danseur. Mais la Renaissance, et on va dire le XVIIe siècle aussi, est un grand temps de la danse. Il y a plein de thèses qui ont été faits dessus. Vous savez que Louis XIV n'avait quasiment pas fait d'études, il savait faire deux choses essentiellement, faire du cheval et danser. Il dansait très bien, paraît-il, et donc c'est comme ça qu'on fait un bon roi peut-être, un mauvais roi, un bon danseur. Et donc, cette idée de la danse, elle est essentielle dans la Renaissance. Presque toute la musique de la Renaissance, sauf la musique vraiment religieuse, c'est la musique de danse, d'accompagnement. Quand Henri II, quand François Ier se réunit avec la cour et compagnie, qu'est-ce qu'on fait ? On danse sans arrêt. Et donc la danse, ça a partie liée très fondamentalement avec la poésie. C'est quelque chose qui a été un peu oublié, parce qu'une partie de la poésie romantique, vous imaginez pas Victor Hugo en train de danser, vous imaginez pas Lamartine en train de faire un petit jerk, un rock, ou même une valse. On a beaucoup de mal à imaginer, je sais pas, Vigny en train de danser, il était raide comme un bâton, visiblement, etc. On a beaucoup de mal à imaginer Baudelaire en train de danser. Vous voyez, Baudelaire en train de danser, il fait du mal. Non, c'est pas possible. Voilà. Une petite valse avec Baudelaire, non, pas possible. Voilà. Il y a un temps où la poésie est écrite un peu raide du corps et autres. C'est pas le cas à toutes les époques, et c'est pas le cas donc à la Renaissance et au début du XVIIe siècle, et c'est pas nécessairement le cas maintenant. Maintenant, les poètes, sont certains d'entre eux devenus un peu nietzschéens de cette manière, et l'accord entre le mouvement du corps et le mouvement de la langue et le mouvement des oreilles, ce qu'on fait dans la poésie est là. Et donc la poésie a quelque part ici à voir avec la danse, c'est-à-dire avec une activité rythmique du corps dans sa liberté. Et bien sûr, c'est ce qu'on a là. Mais la danse, quand je dis que c'est l'activité rythmique du corps dans sa liberté, il n'y a pas de danse qui n'est pas de règle. C'est-à-dire, effectivement, le nombre de pas qu'on va compter, même les danses les plus folles, en quelque façon, sont toujours réglées par un certain nombre de systèmes. Eh bien, la danse est au cœur du sonnet. Vraiment, il s'agit ici de ce corps dansant avec la nuit, avec les femmes, les doux plaisirs. Et ça, c'est l'inverse de ce qu'on avait dans la strophe qui précédait. Et tout ça, je ne l'ai plus. Maintenant, je ne l'ai plus. Peut-être je suis vieux, peut-être je suis sourd. Il était sourd comme un pot. Il était raide, il pouvait à peine marcher. Crebésy, l'autre jour, a fait l'analyse médicale du cas de Dubélé. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Il a montré ce qu'on avait trouvé à l'intérieur de son crâne, puisqu'on a ouvert le crâne à l'époque pour voir ce qu'il y avait dedans. Et on a vu qu'il y avait des trucs pas très nets. Et dans le crâne qu'il a trouvé, il y a les mêmes trucs pas très nets qui avaient été décrits à l'époque. Et donc, c'était pas guégué. Et voilà. Et face à ça, eh bien, la fortune est maîtresse de moi. Ce qui est terrible pour un homme, on va dire, classique. Je dois être maître de moi comme de l'univers. Vous savez, c'est le début de Cinna. Quand Auguste apprend que Cinna risque de l'assassiner, je me suis maître de moi comme de l'univers. Je le suis, je veux l'être. Alors, il a vraiment les boules parce que l'autre veut l'assassiner. Mais comme il est maître de lui, comme de l'univers, il va se raidir et il va pardonner. C'est la clémence d'Auguste, véritablement. Mais là, c'est l'inverse. La fortune est maîtresse de moi. Alors la fortune, on revient sur le mot précédent, c'est-à-dire le malheur voulu éventuellement par le destin, les dieux, par les grandes choses d'une manière ou d'une autre, mais aussi c'est le fric. Voilà, j'ai pas de fric, ça veut dire aussi ça, tout simplement. Il n'en a pas. Et mon cœur qui saoulait être maître de soi, le cœur qu'on avait auparavant, qui saoulait, qui veut dire qui avait l'habitude, qui ordinairement était capable d'être maître de soi, et servent de mille mots et regrets qui m'ennuient. Et donc on a les deux aspects, les mots et les regrets. Ça se complète, mais c'est pas la même chose. Les regrets, c'est du côté, on va dire, psychologique. C'est je regrette le temps perdu, je regrette le temps où j'ai eu ceci ou cela. Et les mots, c'est j'ai mal aux dents, je suis sourd, j'ai pas d'argent, vous voyez, tous les trucs qu'on avait auparavant. Et donc les mots viennent gloser adversité qu'on avait trouvé quelque peu auparavant dans le texte. De la postérité, je n'ai plus de soucis. Bien sûr, cette divine ardeur, je ne l'ai plus aussi. Et voyez comment est repris l'honnête flamme qui devient maintenant la divine ardeur. Ardor, ardoris, ça veut dire le feu, ce qui chauffe véritablement. Elle n'est pas simplement honnête, elle est divine. Donc on l'agrandit un petit peu. Je ne l'ai plus aussi. Et les muses de moi, comme étranges, s'enfuient. Et ce qui était présenté comme négatif simplement, ne pas, devient comme une sorte de positivité en négatif. Alors, on a là une poésie très étrange parce qu'une poésie qui est construite sur l'expérience du négatif.
Il y a les poètes, on va dire un peu secondaires, poètes et poétesses, ils sont plutôt dans l'expérience du positif. Je vais chanter la beauté de madame, je vais chanter la beauté de mon village, je vais chanter la beauté de la nourriture, je vais chanter la beauté de Dieu, enfin voilà. Et donc, il y a beaucoup de poètes qui sont comme ça, chanter heureusement. Ou alors, ça va être, il me manque quelque chose simplement. Ma femme m'a perdu, Dieu me manque, etc. Or, ici, l'expérience du négatif porte moins sur le fait que quelque chose me manque, c'est-à-dire une femme, de l'argent ou je ne sais pas quoi de ce genre, ou autre chose, c'est le manque de la capacité à faire de la poésie. Et en effet, c'est là que se situe le coup de génie de Du Bellay. C'est de constituer le poème à partir de ce manque, non pas à partir d'une positivité, bien sûr, mais à partir d'une négativité qui ne porte pas sur une aigreur particulière, mais sur le fait que même il est incapable de faire de la poésie, et donc de construire la poésie sur l'incapacité à faire de la poésie. Alors là se situe évidemment une grande lucidité critique, parce qu'en effet, je reviens un peu à mon point de départ, il est très facile de faire de la poésie, bon, toujours pareil, les thèmes habituels, voilà, et de faire des vers, tout ça très facile. Ce qui est très difficile, c'est de prendre conscience de l'impossibilité de faire de la poésie, et ce qui est encore plus difficile, c'est de faire de la poésie à partir de cette impossibilité à faire de la poésie. On va dire, les plus grands poètes font ça. Par exemple, bon, je reprends encore La Fontaine, que j'aime beaucoup. La cigale et la fourmi, c'est un poème sur la poésie. Il y a une cigale qui chantait tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Donc il faut l'imaginer, la cigale intermittente du spectacle, qui chante, elle pense que tout le monde doit lui donner subvention et l'aimer, et malheureusement le temps passe, et clac, voilà, la fourmi est là. Et donc la poésie est une entreprise très très difficile, parce que la cigale est peut-être sincère, peut-être qu'elle chante très bien, on n'en sait rien d'ailleurs, mais en tout cas, le monde vient contredire l'expérience de la poésie, hein, voilà, véritablement. Et là, eh bien, comment va faire Baudelaire, comment va faire La Fontaine pour faire de la poésie à partir de cette impossibilité pour la cigale, qu'il aime bien peut-être, de faire de la poésie, puisque donc elle est coincée, il n'y a pas de subvention. Voilà, c'est pire qu'aujourd'hui. Les intermittents du spectacle n'ont strictement rien, et en plus il fait froid, et la poésie de La Fontaine va être de travailler à partir de cette expérience du négatif, de cette impossibilité de faire de la poésie. Alors évidemment, il y en a qui font de la poésie. Juste à la fable suivante, le corbeau et le renard. Le renard a envie d'attraper le fromage et il fait de la poésie. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. C'est de la poésie, hein, voilà, c'est de la poésie. Il y a toutes les lettres, toutes les voyelles du français sont là. Il y a une magnifique métaphore. Vous êtes le phénix. Mais c'est de la poésie pour tromper, c'est de la poésie facile. C'est pas de la poésie, c'est de l'antipoésie en réalité, qui est comme une sorte de rhétorique. Le génie de La Fontaine, c'est de faire de la poésie, c'est-à-dire les fables, à partir de l'impossibilité de vivre de la poésie, la cigale, et du scandale qui consiste à utiliser les moyens de la poésie pour piquer le fromage. Voilà. Et donc c'est terrible, hein. C'est la poésie à partir de l'impossibilité que la poésie soit, ou alors que la poésie, elle va être une espèce d'outil rhétorique qu'on va voir. Et donc là, on est du côté du génie véritablement. Quelque part, un autre grand génie qui est Baudelaire, hein, les fleurs du mal, on voit bien. Le mal, c'est le mal. Hein. Voilà, c'est pas sympathique. Hein. Le mal, voilà, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents, ma femme m'a quitté, mon petit ami, etc. Ils sont tous méchants. Christian Torel est méchant, il m'a juste donné de l'eau et pas du vin rouge. Voilà. Donc le mal, c'est tout ce qui m'entoure de toute manière ou d'une autre. Comment puis-je faire? C'est le contraire. Alors que Baudelaire sait très bien que le mal, c'est le mal. Enfin, qu'il y a des gens qui sont méchants, qu'il y a des maladies qui sont méchantes, enfin, etc. Que être pauvre, c'est être vraiment pauvre. Comment faire quelque chose à partir de l'horreur, de l'abomination, qui soit des fleurs, et non pas sur la jolie femme, le temps qui passe. Comment faire ça? Voilà. Et Baudelaire fait des poèmes admirables à partir de l'expérience de l'horreur, de la charogne, hein, bien sûr, la charogne. Voilà. C'est pas évident, hein, c'est pas évident de faire un poème sur la charogne, mais quand vous le réussissez, c'est autre chose que faire un poème sur les beaux yeux de la copine. Voilà. Mais il faut le réussir. Il faut que le poème soit beau. Et la difficulté qu'a vaincu Du Bellay, c'est effectivement de faire à partir du regret, qui peut être simplement amertume, douleur, ouais, voilà, ils sont tous nuls, je souffre et tout, faire quelque chose dans lequel autrui va entrer, soit parce qu'on va retrouver ce thème du regret, nous-mêmes, heureux qui comme Ulysse a fait un gros voyage, enfin il me manque mon petit pays, etc. Nous allons pouvoir habiter ça. Mais ce sentiment un peu médiocre de désirer retrouver son petit village qui s'appelle Liré ou Fougax et Barinef ou autre, c'est assez médiocre comme sentiment. Il le transforme en poésie universelle dans lequel on peut entrer, mais on peut y entrer simplement parce que tout bêtement c'est beau. La douceur angevine, le Liré, etc. Et ici c'est le cas aussi. Donc on a vraiment de l'art de la Renaissance, mais dans ce qu'il a de meilleur. C'est-à-dire pas simplement faire des jolies choses, mais faire du beau à partir de l'expérience même du négatif et de l'impossibilité même de faire quelque chose qui soit, voilà, quelque part, la Joconde est un tableau admirable, parmi d'autres, parce qu'en effet, évidemment, c'est une femme en deuil, et ce tableau est la Joconde, c'est-à-dire la joie, la jeunesse, la beauté, enfin quelque chose comme ça. C'est l'impossibilité qu'il y a de peindre cette femme autrement qu'en beauté, dans sa douleur. Voilà qui est très étrange. Et donc, on a là effectivement un très grand poème, dans un très grand livre. Alors, je vous conseille beaucoup de lire
lire les regrets, parce que quand on lit les regrets, on n'a pas besoin de rien lire d'autre, pratiquement, à part les Fables de La Fontaine et les Fleurs du Mal, pratiquement rien d'autre. Parce que dans les regrets, vous avez à la fois, disons, le récit, l'évocation par un homme d'un voyage, disons, plus ou moins raté, d'ambition qu'on a pu tous faire. Vous avez un reportage extraordinaire sur Rome au milieu du XVIe siècle. Vous avez une satire incroyable des individus à l'époque, mais c'est les mêmes aujourd'hui, rien n'a changé. Et puis, vous avez un choix de poèmes incroyablement beau, à partir de l'expérience de quelque chose qui n'est pas terrible. Et donc, c'est comme une sorte d'expérience pour nous, d'une quelque manière, puisque dans la médiocrité de nos vies, il est possible parfois de faire quelque chose d'admirable à partir de cette expérience même du négatif. Bon, c'est l'histoire de Proust, autre livre qu'il faut lire, avec l'histoire de la Madeleine. C'est complètement nul, la Madeleine. Vous savez, je mange quelques Madeleines et je me souviens de mon passé, quoi de plus nul. Et à partir de là sort la totalité, la recherche du temps perdu, c'est-à-dire un chef-d'œuvre. Les regrets, c'est quelque chose un peu comme ça. Voilà. Alors, il ne faut surtout pas rester au souvenir scolaire de quelques vers qui sont absolument magnifiques, mais il faut les lire dans sa totalité avec des sortes de renvois. Et donc ici, on est au poème 6, c'est-à-dire ça fait 4 ou 5 poèmes que Du Bellay médite sur l'impossibilité de faire de la poésie et pourtant faire de la poésie. Il essaie de définir ce qu'il fait, puis le poème 7, c'est encore pareil. Cependant que la cour mes ouvrages lisait et que la sœur du roi, l'unique Marguerite, me faisait, etc., il est question que, or, je suis muet, comme on voit le prophète, ne sentant plus le Dieu qui la tenait sujette, perdre soudainement la fureur et la voix, etc. Et donc, lui, il est muet comme le prophète qui serait muet absolument, et c'est terrible. Et ça continue ensuite avec une sorte de jalousie à l'égard de Ronsard, qui lui a plus de chance. Et puis, ça continue sur la France, mère des arts et les lois, qu'on a peut-être commandé, mais peut-être pas ici. Voilà. Alors, je vous remercie. C'était un plaisir de parler un peu de Du Bellay. Voilà. Au revoir. Vous venez d'écouter un classique au détail proposé par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 7 avril 2025, consacré au 6e sonnet de Joachim Du Bellay, tiré du recueil Les Regrets, là où est maintenant ce mépris de fortune. Réalisation et mise en onde Radio, en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.